En décembre 2024, la CNIL débarque dans une petite agence immobilière en France. Pas une grosse entreprise, seulement une agence IMO. Et ce qu'ils découvrent à l'intérieur, honnêtement, on dirait le début d'un épisode de Black Mirror. Les salariés avaient un logiciel installé sur leur ordinateur. Et ce logiciel, il comptait chaque mouvement de leur souris, chaque frappe au clavier. Si t'arrêtais de bouger la souris quelques minutes, parce que tu réfléchis, tu passes un coup de fil, le logiciel te marquait comme inactif. Et ces temps d'inactivité pouvaient être la cause d'une retenue sur ton salaire. C'est pas tout, le logiciel prenait aussi des captures de ton écran, toutes les 3 minutes à intervalles réguliers, sans prévenir. Et ces captures, elles étaient accessibles par la direction. Donc on pouvait potentiellement voir des screens avec tes mails perso, tes messages, tes mots de passe. Et ça, c'est même pas le pire. Parce qu'il y avait aussi 2 caméras dans les locaux qui tournaient H24, avec l'image et le son, en continu, y compris pendant les pauses. C'est simple, les employés étaient enregistrés et écoutés tout le temps. Et le manager pouvait tout regarder en direct depuis son téléphone via une appli. Donc, t'es en pause, tu racontes ta vie à un collègue, et t'as ton chef qui t'écoute depuis sa voiture. La CNIL, qui pour rappel est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a mis 40 000 € d'amende à l'entreprise. Et dans sa décision, elle a dû écrire une phrase qui devrait même pas avoir besoin d'exister. Le temps de travail effectif ne se limite pas à une frappe sur un clavier ou un mouvement de souris. En gros, réfléchir, ça fait partie aussi du travail. Ce jour-là, en découvrant cette histoire, je pensais avoir trouvé un des pires exemples de surveillance au bureau. J'avais complètement tort. Parce qu'à côté de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, cette agence immobilière, c'est des enfants de cœur. Je vous ai réuni les affaires les plus dingues de surveillance en entreprise. Et je les ai classées dans un ordre très précis. À chaque histoire, vous allez vous dire qu'on a atteint la limite, que c'est pas possible d'aller plus loin. Mais à chaque fois, la suivante va vous prouver que si. Alors on commence tout de suite. Et pour la première affaire, direction Londres, dans les bureaux d'une des plus grosses banques du monde. Plus précisément, il s'agit de la banque Barclays. Un matin, un employé arrive, il s'installe à son poste, une journée normale. À un moment, il fait tomber un truc, un stylo, et donc il se baisse pour le récupérer sous son bureau. Et là, sous son bureau, il remarque quelque chose, un petit boîtier noir, qui est fixé sous son bureau, très discret. Il l'avait jamais vu avant. Il se demande ce que c'est. Il en parle à son voisin, le voisin regarde sous son bureau à son tour, il en a aussi un. Et un à un, les employés se mettent à vérifier. Il se trouve qu'ils en ont tous un. Sous chaque bureau, le même petit boîtier noir. Personne ne les a prévenus, personne ne sait ce que c'est. Et donc en se renseignant, petit à petit, ils comprennent. Ce boîtier, ça s'appelle Occupy. C'est un capteur de chaleur et de mouvement. Son rôle, détecter la présence de quelqu'un à son poste et mesurer combien de temps il y reste. Pour faire clair, la banque avait installé, en douce, sous les postes de chaque salarié, un mouchard pour chronométrer le temps passé assis à son bureau. La direction de la banque se justifiera en disant que c'est juste pour optimiser l'espace de travail. Mais ça, personne n'y croit. Et d'ailleurs, beaucoup d'employés vont juste arracher le boîtier et le mettre à la poubelle. Mais Barclays s'arrête pas là. Quelques temps plus tard, un nouveau logiciel arrive sur les ordinateurs des employés. Et un matin, un des employés reçoit un message automatique. C'est écrit « Pas assez de temps dans la zone hier ». La zone, vu qu'on est dans Fortnite. Et en dessous de ce message, des conseils. Coupez votre téléphone, désactivez vos notifications, évitez les pauses de plus de 20 minutes. Donc le logiciel traquait l'activité des employés. Et quand quelqu'un allait aux toilettes, le logiciel l'affichait comme activité non comptabilisée. C'était à un point qu'un employé a témoigné anonymement en disant « Les gens ont peur de quitter leur bureau, peur d'aller aux toilettes, ou même de se lever pour boire un verre d'eau, à cause des conséquences sur nos statistiques. » Suite au mécontentement des employés, la news va fuiter et un article paraîtra dans un journal. Et c'est exactement le lendemain de la sortie de l'article dans la presse que Barclays coupera le logiciel. Il aura fallu un journaliste pour que ça s'arrête. Pour l'affaire numéro 2, on va chez Amazon. La banque Barclays chronométrait le temps au bureau. Amazon, eux, ils chronomètrent les secondes. Et pour comprendre ce que ça donne, laissez-moi vous raconter une journée type d'un employé. Il est 6 h du matin, vous prenez votre scanner. Ce scanner, c'est pas juste un outil pour biper les colis. Il mesure exactement votre cadence en temps réel. Et surtout, il mesure le temps entre 2 scans. Chaque seconde où vous scannez rien, il la compte. Amazon appelle ça le time of task, le temps hors tâche. Alors, les 2 premières heures de votre journée de boulot se passent bien, et puis vous sentez que vous devez aller aux toilettes. Et là, vous regardez votre scanner, vous regardez les toilettes, qui sont tout au bout de l'entrepôt. D'ailleurs, dans certains centres, elles sont à 10 minutes de marche aller-retour. Et là, vous hésitez, parce que vous savez qu'à la seconde où vous poserez votre scanner, le compteur démarrera. Et vous savez ce que ça peut engendrer. Donc vous repoussez. 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Et c'est pas une exagération. Un journaliste britannique qui s'appelle James Bloodworth, il s'est fait embaucher sous couverture dans un entrepôt Amazon au Royaume-Uni. Et là-bas, il entend ses collègues parler d'un truc qu'ils appellent la bouteille à toilette. Il croit d'abord que c'est une blague, et puis il comprend. Les employés urinaient dans ces bouteilles.
pour de vrai. Parce que descendre 4 étages pour aller aux toilettes ou marcher 10 minutes aller-retour, c'était prendre le risque de recevoir un avertissement pour idle time, temps mort. Et le système, il est impitoyable. Arriver 2 minutes en retard d'une pause, c'est considéré par le système comme un break abuse, un abus de pause. Et 5 abus de pause étaient virés. Un autre employé a résumé la situation en disant, je cite, « Je ne bois pas d'eau parce que je n'ai pas le temps d'aller aux toilettes. » Et le plus fou, c'est la suite. Écoutez bien. En 2021, un élu américain a accusé publiquement Amazon de faire uriner ses employés dans des bouteilles. Et le compte officiel d'Amazon lui a répondu, avec un culot incroyable, « Vous n'y croyez pas vraiment, si c'était vrai, personne ne travaillerait pour nous. » Sauf que, quelques jours plus tard, des documents internes ont fuité, et ces documents confirmaient les problèmes que vivaient les livreurs Amazon. Donc Amazon a été obligé de s'excuser publiquement parce qu'ils avaient nié une réalité que leurs propres salariés vivaient vraiment. En janvier 2024, la CNIL a condamné Amazon France à 32 millions d'euros pour son système de surveillance, qu'elle a jugé être beaucoup trop précis, parce qu'il pouvait obliger chaque salarié à justifier chaque pause. En gros, vous vous arrêtez pour aller aux toilettes, et à chaque fois, vous devez aller justifier que vous étiez aux toilettes. C'est juste pas humain. Pour l'affaire numéro 3, on va changer de cadre. Parce que jusque-là, on était au bureau ou dans un entrepôt. Maintenant, on va passer la porte de votre maison. Un homme d'une quarantaine d'années qui vit aux Pays-Bas et dont on ne connaît pas le nom, vu qu'il ne sera jamais communiqué pendant l'affaire, travaille depuis chez lui pour une entreprise américaine basée en Floride. Cette entreprise, c'est Chetu. Il bosse là depuis 1 an et demi, c'est un bon élément et il n'a jamais eu de problème. Un jour, l'entreprise lui annonce qu'il est placé dans un programme de correction. Sur le papier, c'est un programme d'accompagnement. Et dans ce programme, il y a une consigne. Une seule, mais elle est énorme. Il doit garder sa webcam allumée toute la journée, pendant 9 heures. Webcam plus partage d'écran, en continu. Alors naturellement, il se met à réfléchir à ce que ça va lui coûter concrètement. 9 heures par jour, une caméra braquée sur lui, dans sa maison, pendant qu'il bosse, mais aussi pendant qu'il s'étire, pendant qu'il boit son café, quand son gamin passe derrière lui, quand il se gratte le nez, pendant 9 heures de travail, chaque jour. Ça lui semble beaucoup trop exagéré, et c'est tout à fait normal. Donc il répond à son employeur par écrit. Et cette phrase, on la retrouvera plus tard noir sur blanc dans le dossier du tribunal. « Je ne me sens pas à l'aise d'être surveillé 9 heures par jour par une caméra. C'est une invasion de ma vie privée. » Et il rajoute même « Vous voyez déjà tout sur mon écran, je le partage. Mais la caméra sur ma vie perso, non. » Donc le mec partageait déjà son écran, ça lui posait pas de problème. Mais la caméra, c'est trop pour lui. Il envoie donc son mail et 3 jours plus tard, il est viré. Le motif écrit sur les documents de licenciement, refus de travailler et insubordination. Donc il refuse d'être filmé chez lui et on le vire pour insubordination. Donc bien sûr, il attaque l'entreprise en justice aux Pays-Bas et là le tribunal, il est très clair. Imposer une webcam allumée 9 heures par jour, c'est disproportionné et c'est une violation des droits de l'homme. Son entreprise sera condamnée à lui verser 75 000 euros et le détail qui tue, c'est qu'une semaine après l'avoir viré, l'entreprise va fermer sa filiale néerlandaise et disparaître du pays pour de bon. Pour l'affaire suivante, on va en Californie. Myrna Arias a 36 ans et c'est une mère célibataire de 2 enfants. Elle décroche un poste de commercial chez Intermex, une boîte de transfert d'argent basée en Californie. Son job, c'est de sillonner la région, visiter les commerces et convaincre les patrons d'installer des machines Intermex dans leurs locaux. C'est une bonne employée, elle travaille très bien. D'ailleurs, elle fait ses objectifs et elle tourne à plus de 7 000 $ par mois. Comme elle est tout le temps sur la route, l'entreprise demande à toute l'équipe d'installer une application sur leur téléphone. Cette appli, elle s'appelle Xora. Officiellement, elle sert juste à gérer les déplacements, à pointer, à remplir des formulaires. Ça lui paraît logique pour son activité de commercial. Donc elle l'installe. Au début, elle se méfie pas. Elle installe l'appli, comme tout le monde. Et puis un jour, avec ses collègues, elle pose une question toute simple à son manager, qui s'appelle John Stubitz. Elle lui demande « Est-ce que le GPS fonctionne aussi quand on travaille pas ?» Et là, il lui répond que oui. Mais au lieu d'en rester là, il se vante. Et il lui dit, presque en plaisantant, qu'il sait exactement à quelle vitesse elle roulait hier soir, sachant que la veille, elle travaillait pas. Donc là, Myrna, elle commence à tiquer. Elle comprend que cette appli, c'est pas juste un outil de travail. Il y a quelqu'un qui observe chacun de ses déplacements. Les routes qu'elle prend, le temps qu'elle passe, chez elle, chez ses amis, dans sa famille. Et ça, le soir, le week-end, la nuit. On pourrait se dire, bon quand elle quitte le travail, elle a qu'à éteindre son téléphone et puis c'est réglé. Sauf que, dans le cadre de son boulot, son téléphone devait rester allumé 24 heures sur 24, au cas où un client l'appellerait. Donc le GPS, il restait allumé aussi, en permanence. Donc cette affaire, ça commence à la déranger et elle dira à son patron d'avoir l'impression de porter un bracelet électronique. Elle lui dit qu'elle trouve pas ça normal et que c'est complètement illégal. Il lui répond qu'elle devrait juste apprendre à s'y faire parce que c'est comme ça et pas autrement. Donc sachant tout ça, Myrna, pour protéger sa vie privée, elle désinstalle l'appli. Et là, quelques semaines plus tard, le 5 mai, elle est virée.
Non seulement elle est virée, mais sa boîte Intermex va pas s'arrêter là. Myrna, elle avait gardé un pied dans son ancienne boîte, NetSpend, le temps de sécuriser ses avantages santé. C'était un arrangement qu'elle avait avec sa nouvelle boîte. Le PDG d'Intermex, Robert Lizzy, va appeler NetSpend pour balancer qu'elle bossait pour eux. Et donc NetSpend va aussi la virer, en lui coupant absolument tout. Donc désinstaller une appli, ça lui a coûté 2 emplois. Bien entendu, elle porte plainte et elle réclame 500 000 $ pour invasion de vie privée et licenciement abusif. L'affaire va faire la une de CNN et du Guardian et ça va finalement se régler à l'amiable, hors tribunal. Donc je pense qu'elle a dû toucher un joli petit chèque. Bon, pour l'affaire suivante, je vous préviens, on change complètement de nature. On passe à un autre niveau. Jusqu'ici, il s'agissait de traquer les employés, monitorer leur activité et suivre leur localisation. Là, on est dans une autre ligue. Direction l'Allemagne, à Nuremberg. Là, dans cette ville, il y a un centre de service de l'entreprise H&M, qu'on connaît tous, la fameuse marque de vêtements. Il y a plusieurs centaines de personnes qui travaillent dans ce centre. C'est un centre de service client, tout ce qu'il y a de plus normal, en apparence en tout cas. Donc les employés y bossent, prennent leur congé, tombent malades, reviennent de congé. Le quotidien finalement. Il n'y a rien de spécial qui saute aux yeux. Sauf que derrière cette normalité, H&M avait un secret qui durait depuis des années. Et ce secret, le voici. Voilà comment ça se passait. Au début, ça a l'air presque sympa. Dans ce centre H&M, quand un salarié revenait de vacances ou d'arrêt maladie, même pour une courte période, pour 2 jours par exemple, son chef d'équipe l'accueillait systématiquement avec une petite discussion informelle. En interne, ça avait un nom, ils appelaient ça le Welcome Back Talk, la discussion de retour. Dans cette discussion, on te demande comment tu vas, comment étaient tes vacances, si tu t'es bien remis de ta maladie. Honnêtement, c'est bienveillant, non? C'est le genre de manager qu'on aimerait tous avoir. Le truc, c'est que après ce Welcome Back Talk, le chef, il s'installait à son ordinateur et là, il notait absolument tout. Quand je dis tout, c'est tout. Où t'étais parti en vacances, si t'avais été malade, quels étaient tes symptômes, quel a été ton diagnostic, et plein d'autres détails. Si tu te confiais au fil des conversations, que tu te laissais aller à la confidence, vu que ton chef est très sympa, les managers notaient ton divorce en cours, la dépression que t'as vécue, le deuil qu'il y a eu dans ta famille, tes problèmes de couple, tes croyances religieuses. Tout était noté noir sur blanc et daté avec l'heure exacte et mis à jour au fil du temps pour tous les employés. Et ces documents-là, ils étaient stockés dans un fichier sur le réseau interne de l'entreprise. Donc une base de données secrète sur la vie intime de centaines de salariés. Et ça depuis 2014. Bien entendu, parmi les employés, personne ne savait que ces fichiers existaient. Bon, si je vous en parle, c'est parce que l'info a fuité et que l'affaire a éclaté. Mais vous savez comment ça a fini par se savoir? Tout simplement par accident, par pur hasard. En octobre 2019, un bug est survenu et ce bug, il a changé la config du fichier. Et donc pendant quelques heures, seulement quelques heures, ce fichier qui était normalement caché, il est devenu accessible à toute l'entreprise. Donc n'importe quel employé pouvait l'ouvrir. Et pendant ces quelques heures, des gens sont tombés dessus. Ils ont ouvert le fichier et ils se sont vus dedans. Ils ont lu ce que leur chef notait sur eux, dans leur dos depuis des années. Leur maladie, leur divorce, leur religion. Et donc c'est simplement ce bug de quelques heures qui a fait exploser toute l'affaire. Le résultat? 35 millions d'euros d'amende. À l'époque, c'était la plus grosse sanction jamais infligée en Allemagne pour ce motif. C'était une affaire complètement folle. Bon, maintenant, la dernière affaire. Je vous préviens, c'est la plus folle. Et elle est française. Je dis que c'est la plus folle parce que là, on parle pas de surveiller des salariés avec un logiciel. On passe carrément plusieurs crans au-dessus. Je vous préviens, on dirait un véritable film. Sauf que tout est bien vrai. Et pour comprendre l'ampleur du truc, il faut remonter à 2003. On est donc dans un magasin Ikea de région parisienne, et voilà comment commence l'affaire. Un jeune homme de 19 ans, qui s'appelle Hossein Redouani, bosse chez Ikea. Après plusieurs contrats courts, il vient enfin de signer son premier CDI, chez ce fameux géant du meuble suédois. Pour lui, tout roule, la vie est belle, il est fier de lui, c'est son premier vrai boulot. Bon, il est encore en période d'essai, mais tout se passe bien. Mais un jour, quelques semaines seulement après son embauche, son responsable vient le voir. Il le convoque dans son bureau, et là, il explose totalement. Mais comment t'as pu me cacher ça? T'as un casier judiciaire? Et pour braquage en plus. Là, en entendant cette information, Hossein, il est complètement choqué. Pas parce qu'il s'est fait griller, mais parce qu'il a jamais mis les pieds de sa vie dans un commissariat. Il a jamais rien fait. Et il est là, devant son chef, à 19 ans, accusé d'être un braqueur à main armée, avec son emploi qui vient tout juste de commencer et qui est déjà menacé. Mais alors, s'il a rien fait, Hossein, d'où il sort ce casier? Voilà ce qui s'est passé. Mais cette explication, Hossein, il la comprendra que des années plus tard. En fait, Hossein, il a un homonyme. C'est quelqu'un qui porte exactement le même prénom et nom de famille que lui. Et cet homonyme, lui, il a bel et bien commis un braquage. Il est fiché. Mais ça, au moment où il se fait interroger, Hossein, il en sait rien. Tout ce qu'il sait, c'est qu'on l'accuse d'un crime qu'il n'a pas commis. D'ailleurs, pour prouver son innocence, il va demander lui-même un extrait de son casier judiciaire pour prouver
prouver noir sur blanc qu'il est blanc comme neige. Donc il y arrive, il clarifie la situation et il garde son poste. Mais dans le magasin, le surnom lui collera à la peau. Les collègues vont continuer à l'appeler le braqueur de banque, sur le ton de la rigolade. Donc heureusement l'affaire se calme et Hossein, il range cette histoire dans un coin de sa tête. Il considère juste ça comme un malentendu un peu bizarre. Donc il décide d'aller de l'avant, tourner la page et juste continuer sa carrière chez Ikea. Ce qu'il sait pas encore, c'est que cet épisode prendra son sens presque 10 ans plus tard. Parce que le faux casier judiciaire qu'on lui a collé sur le dos, il venait pas de nulle part. On avance de quelques années. Hossein, il est toujours chez Ikea et il est devenu délégué syndical. Et justement, dans un autre magasin Ikea, à Franconville, dans le Val d'Oise, il y a un autre délégué syndical force ouvrière. Son nom, c'est Adel Amara. Adel, il est très impliqué dans son activité syndicale. Tellement impliqué qu'en 2010, il sera à la tête d'une grosse grève dans son magasin Ikea de Franconville. C'est lui qui a initié la grève et qui l'a organisée. Le truc, c'est qu'il y a quelque chose qui commence à déranger Adel. Depuis qu'il a organisé sa grève, il commence à sentir des trucs étranges. Tout simplement, il a l'impression d'être suivi. Il raconte qu'un jour, il croise un vigile dans un endroit. Et un peu plus tard, dans la même journée, il retombe sur ce même vigile ailleurs, pendant qu'il fait ses courses. Des détails de ce genre. Là, il en parle autour de lui, mais on le prend pour un parano. On lui dit qu'il se fait des films, qu'il délire, tout simplement. Sauf que Adel, il va pas lâcher l'affaire. Il sent qu'on en a après lui. Donc, il va commencer à enquêter. Et c'est au sein de son entreprise qu'il va trouver la réponse. Parce qu'en fouillant dans les données partagées de l'entreprise, donc des dossiers qui sont accessibles aux salariés, il va finir par tomber sur des dossiers qui contiennent des mails, des documents internes. Et en lisant ces documents, il comprend. En fait, le parano, il avait raison. Parce qu'il va découvrir une vraie folie qui va le laisser bouche bée. Accrochez-vous. Ikea payait des sociétés de détectives privés pour éplucher le passé de ses propres salariés. Il a tout, les échanges, les mails, toutes les confirmations dont il a besoin. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va transmettre tout ça au Canard enchaîné et à Mediapart, qui vont révéler l'affaire en 2012. Et d'ailleurs, Hossein, notre jeune de tout à l'heure, va découvrir qu'il est concerné par cette affaire et il sera donc un des premiers à porter plainte contre l'entreprise. Et donc c'est là que l'enquête judiciaire démarre. Plus les enquêteurs creusent et plus ils déterrent des choses. À commencer par une révélation sur Adel, celui qu'on prenait pour un parano. Vous vous souvenez, il se sentait suivi juste après sa grève de 2010. En vérité, il avait raison sur toute la ligne. Parce que dans le dossier, les juges vont tomber sur un audit interne d'IKEA, qui est daté de la même année, 2010. Ce document, il recommande, noir sur blanc, de lancer, je cite, une enquête discrète et complète sur Adel. Et le but de ce document, c'était, tenez-vous bien, pour que ça puisse servir au service de police. Pour, je cite mot pour mot, sortir l'intéressé par les voies externes et légales. En gros, on voulait trouver des choses illégales sur Adel Amara pour pouvoir balancer ça à la police et le virer. Et donc on l'avait mis sous surveillance. Le vigile qui croisait pendant ses courses, il n'était pas que dans sa tête. Le truc, c'est que cette enquête sur Adel, elle est allée piocher dans des choses où l'entreprise n'avait aucun droit d'aller. Comme par exemple dans les fichiers de la police. Parce que oui, la société de détectives privés travaillait en collaboration avec des policiers arrangeants, pour ne pas dire corrompus, qui leur donnaient des dossiers strictement confidentiels sur les employés d'IKEA. Le pire, c'est que ça concernait pas seulement des jugements, mais ça concernait aussi des suspicions, des affaires qui n'avaient mené à rien, des rumeurs. Et tout ça, c'était utilisé par IKEA pour avoir du levier sur leurs salariés. Les enquêteurs vont même finir par identifier le policier qui a aidé à faire le sale boulot et à sortir ces dossiers. C'est un vrai policier en poste qui était à l'époque au commissariat d'Hermont, juste à côté de Franconville. L'enquête a montré que cet homme, il a consulté le fichier de la police en 2010 sur 20 salariés du magasin de Franconville, dont Adel Amara justement. Au procès, il a tenté de se défendre comme il pouvait, et quand un avocat lui a demandé si Ikea avait rendu des services à son commissariat, il a lâché dans le plus grand des calmes, oui, il y a eu des meubles au commissariat où j'étais, et aussi à celui de Franconville. Donc voilà son tarif, fliquer les syndicalistes dans des fichiers confidentiels, le tout payé contre des meubles Ikea. Il est pas très cher. Les enquêteurs découvrent aussi que le cas d'Adel, c'est que la partie émergée, parce que Ikea enquêtait pas simplement sur des syndicalistes gênants qui pouvaient les déranger. Non, non. Ils enquêtaient sur des délégués syndicaux, oui, mais aussi sur de simples salariés sans histoire, sur des candidats à l'embauche, des gens qui étaient même pas encore recrutés, et même des clients quand ils étaient en litige avec le magasin. Dans toute la France, c'est des centaines de noms qui sont remontés. Donc tout le monde pouvait finir dans ces fichiers. Et concrètement, comment est-ce que ça marchait? La direction d'IKEA avait un département gestion des risques qui établissait des listes de gens à surveiller. Ces listes, elles partaient chez des détectives privés, qui étaient souvent d'anciens policiers. Et grâce à des policiers complices, qui étaient encore en poste, et payés en bons d'achat ou en meubles, ils allaient consulter le fichier STIC, qui est le système de traitement des infractions constatées, et qui a été remplacé en 2014 par le TAJ. Il faut bien comprendre ce que c'est. Le STIC, c'est pas le casier judiciaire, c'est pire que ça. C'est un fichier de la police qui recense les personnes qui ont été mises en cause dans des affaires, même sans condamnation. Ça inclut aussi les victimes. Donc si votre nom apparaît dans une affaire, même en tant que victime, vous êtes dans les fichiers de la police, même sans être coupable. C'est
un fichier auquel une entreprise privée a aucun droit d'accéder. Et petit détail, selon la CNIL, 40% des infos du stick contiennent des erreurs. Donc Ikea jugeait ses salariés à partir d'un fichier illégal d'accès et faux 4 fois sur 10. C'est d'ailleurs exactement ce qui est arrivé à Hossein avec son homonyme braqueur. Le plus dingue dans cette affaire, c'est la manière dont ils en parlaient entre eux. Les enquêteurs ont retrouvé un document interne d'une des sociétés de détectives et ce document, c'était pas un dossier secret planqué dans un coffre, c'était un PowerPoint. Un PowerPoint, tout ce qu'il y a de plus normal, avec des slides, des puces, des colonnes avantages et inconvénients. Comme par exemple cette présentation où la société se vantait de sa capacité à blanchir des données de police. Oui, ça apparaissait dans les slides. Donc ils mettaient leurs pratiques illégales dans des PowerPoint, comme un argument de vente. Prenons du recul 2 secondes. Vous imaginez qu'un magasin comme Ikea puisse faire ça pour des employés? C'est complètement fou. Mais si je vous disais que c'est pas le pire, parce que c'est là que ça devient stratosphérique. Écoutez bien, dans le magasin de Franconville, la société de sécurité qui travaillait avec Ikea pour espionner les salariés, elle a fait infiltrer 2 faux salariés. 2 personnes qui ont été recrutées par Ikea et dont le seul métier, c'était de se faire passer pour leurs collègues. Leur mission, qui était écrite noir sur blanc dans leur rapport, était de surveiller un sujet principal, qui n'était autre que Adel Amara. Et en plus de ça, 5 sujets secondaires, qui étaient 5 autres salariés du même magasin. Et justement, en parlant de ces infiltrés, Adel Amara, lui, il se souvient surtout d'une personne, une caissière. Elle était arrivée dans le magasin et elle se rapprochait beaucoup des syndicalistes. Elle était toujours là dans les discussions, dans les réunions, elle était très sympathique. Et Amara, il l'appréciait beaucoup. Il l'appréciait tellement qu'il s'est battu pour elle en utilisant son statut dans l'entreprise pour qu'elle décroche un CDI. Sauf que le jour où elle allait obtenir ce CDI, donc grâce à lui, elle a refusé, tout simplement. Et elle a aussitôt disparu, du jour au lendemain. Sur le moment, Adel, il est resté dubitatif, il a rien compris. Il a juste trouvé ça bizarre. Mais il y a quand même quelque chose qui le titillait à l'époque. C'est qu'il avait remarqué, pendant tout ce temps, un détail étrange. Quand il arrivait en réunion syndicale avec la direction d'Ikea, la direction, elle semblait déjà au courant de tout ce que les syndicalistes allaient dire. Aujourd'hui, il sait pourquoi. La collègue sympa pour qui il s'était battu, c'était une taupe. Et cette affaire d'espionnage, c'est du sérieux. C'était pas une petite enquête. Sur Amara précisément, l'entreprise de surveillance a rédigé un rapport de 55 pages. Imaginez le truc, pour un seul homme. Un dossier plus long qu'un mémoire de fin d'études, entièrement consacré aux faits et gestes d'un vendeur de meubles. Et là, accrochez-vous, dans ce rapport, ils vont inventer sans la moindre preuve qu'Adel consommerait de la cocaïne, qu'on aurait senti l'odeur de l'alcool sur lui, sans preuve, sans témoignage. Et ça va encore plus loin. Le rapport s'arrête pas à la personne d'Adel seulement. Les auteurs du rapport, donc l'entreprise de détectives privés, ont indiqué dans le rapport chercher un moyen de le fragiliser et de l'influencer. Et pour ça, ils ont analysé sa propre compagne, sa femme, qui se prénomme Estelle, et qui est décrite dans le document comme active et dominante à la maison. Et Estelle, ils l'ont identifiée comme, je cite, un possible levier d'influence contre Adel. C'est complètement lunaire. Ils ont étudié jusqu'à son propre couple pour pouvoir trouver une faille contre Adel. Et il y a encore pire, c'est que cette surveillance, elle s'arrêtait pas aux salariés seulement. Les juges ont retrouvé un mail qui concernait une cliente de Morlaix, en Bretagne, qui réclamait 4000 € de dédommagement à Ikea pour un retard de livraison. Et le responsable chez Ikea a écrit à un détective privé pour savoir si cette cliente, elle était propriétaire de son logement, combien de comptes en banque elle possédait, si elle était connue des services de police. Et la réponse qu'il a reçue de ce détective, elle fait froid dans le dos tellement elle est précise. Il savait absolument tout sur elle. Tout ça pour une cliente qui demandait juste un remboursement. Vraiment, si j'avais cru ça d'Ikea, on est clairement dans un film d'espionnage. Un autre fait marquant, c'est que le jour où la justice s'est intéressée au Ikea de Franconville, bien entendu, ça a été la panique dans l'entreprise. Et la direction a essayé de faire disparaître les preuves. Selon les enquêteurs, les salariés d'Ikea ont reçu la consigne de détruire tous les disques durs, à la perceuse. Donc ils ont percé physiquement des disques durs pour les rendre illisibles. Mais ça aura pas suffi puisque au siège d'Ikea, les enquêteurs vont tomber sur un coffre-fort qu'ils vont ouvrir et à l'intérieur, tout sera là. Les contrats, les mails, les listes de noms. Toute l'affaire rangée bien au chaud, comme si elle les attendait. Face à ça, le directeur de la gestion des risques, Jean-François Paris, qui était l'homme au cœur de tout ce dispositif, il va finir par passer aux aveux. Au total, les enquêteurs estiment que des centaines de personnes, peut-être même plus d'un millier, ont été victimes de cette surveillance illégale de la part d'Ikea. L'entreprise, elle a dépensé des centaines de milliers d'euros dans ce système. Et l'ancien PDG d'Ikea, Jean-Loup Baillot, a 2 ans de prison avec sursis et 50 000 € d'amende. C'est complètement fou comme histoire quand on y pense. Et à ce stade, vous vous dites que tout ça, c'est des cas extrêmes, c'est des dérapages, des
des entreprises qui ont pété un plomb, mais qui restent des exceptions. Que dans la vraie vie, chez vous, dans votre boîte, ça se passe pas comme ça. J'aimerais vous dire que vous avez raison, mais non. Parce que la surveillance au travail, aujourd'hui, c'est plus une exception, c'est devenu la norme. Avant le Covid, à peu près une grande entreprise sur 3 surveillait ses salariés. Aujourd'hui, on est à 7 entreprises sur 10. On est donc passé de 30 à 70%. Et le truc, c'est que celles qui ont installé ces logiciels pour le télétravail pendant la pandémie, 89% d'entre elles l'ont jamais retiré. Ce qui était censé être une mesure temporaire, c'est devenu permanent. Et ce business-là de la surveillance, c'est devenu tellement banal et répandu que ça porte un nom, le Bossware, le logiciel du patron. Il y a des centaines de produits sur le marché qui coûtent que quelques euros par mois et par salarié. Donc moins cher qu'un abonnement Netflix. Et une bonne partie de ces logiciels, ils tournent en mode furtif. Le salarié ne sait même pas que le logiciel est là. Donc si vous bossez sur un ordinateur fourni par votre entreprise, disons simplement qu'il y a une vraie chance que quelqu'un puisse regarder votre activité. Mais tout ça, ça nous force à nous poser une question. Toute cette énergie, tout cet argent, tous ces logiciels, ces caméras, ces détectives, c'est censé servir à une seule chose, rendre les salariés plus productifs. Alors, on peut se poser la question, est-ce que ça marche vraiment? Et la réponse, elle est presque comique. Parce que je vais vous éviter le suspense inutile, la réponse, c'est non. C'est pas que c'est bof, ou que ça dépend des cas. Non, c'est que ça sert à rien. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la plus grosse étude jamais faite sur le sujet. C'est une méta-analyse, donc une étude qui compile plein d'autres études et qui a regroupé 94 recherches différentes qui portent sur plus de 23 000 personnes. Et la conclusion, elle est sans appel. Il n'existe aucun lien entre la surveillance électronique et une meilleure performance. Aucun. Que tu mesures la vitesse, la quantité de travail, l'entraide, rien ne s'améliore. Tu surveilles, et au bout, la productivité, elle bouge pas. Et le clou du spectacle, c'est que c'est pas simplement que ça ne marche pas. Dans certains cas, ça fait carrément l'inverse. Des chercheurs de Harvard ont fait une expérience. Ils ont pris 2 groupes de salariés. À un groupe, ils ont dit « vous êtes surveillés électroniquement ». À l'autre, rien. Et ils les ont observés. Résultat, le groupe surveillé, il s'est mis à enfreindre les règles beaucoup plus que l'autre groupe. Plus de pauses non autorisées, plus de consignes ignorées. Ils ont même triché à un test, cassé du matériel, volé des fournitures de bureau. Les gens qu'on surveille volent plus que ceux qu'on ne surveille pas. Et l'explication des chercheurs, elle est fascinante. Quand tu surveilles quelqu'un en permanence, tu lui envoies un message. Ce message, c'est « je te fais pas confiance ». Et c'est moi qui définis ce qui est bien ou mal. Et donc à force, la personne, elle arrête de se sentir responsable de son propre comportement. Son sens moral qu'elle avait, il s'éteint petit à petit. Parce qu'elle se dit tout simplement, c'est pas à moi de bien me comporter, c'est au système de m'en empêcher. Donc si le système m'attrape pas, c'est bon, je peux continuer. Donc la surveillance, elle crée pas des employés honnêtes. Elle crée des employés qui pensent avoir le droit de tricher dès qu'on regarde ailleurs. Et le meilleur dans tout ça, comme les employés savent qu'ils sont surveillés, qu'est-ce qu'ils font? Tout simplement, ils se mettent à jouer la comédie de la productivité. Au lieu de vraiment travailler, ils s'efforcent d'avoir l'air de travailler. Elle est là la nuance. Rappelez-vous l'histoire de l'agence immobilière que je vous ai racontée au début, avec le logiciel qui comptait les mouvements de la souris. Et ben les gens ont pas tardé à trouver la parade à tout ça. Un employé racontait en commentaire qu'il avait acheté un petit gadget à 13 € sur Amazon, un bougeur de souris. C'est un appareil qui déplace la souris tout seul, en continu. Et donc le résultat, à l'écran du manager, il apparaissait actif 24 heures sur 24. Et le mec disait sur un ton ironique, je suis élu meilleur employé du mois pour la 18e fois grâce à mon travail acharné jour et nuit depuis 1 an et demi, alors qu'il faisait absolument rien. Donc si on résume ce paradoxe, les entreprises surveillent pour gagner en productivité, la surveillance ne fait pas gagner en productivité, elle la fait même baisser parfois, et elle pousse les gens à tricher, à quitter ou à faire semblant de travailler. Voilà les amis, c'est sur ça qu'on va terminer la vidéo. J'espère que ce sujet vous a plu et que vous avez trouvé ces affaires intéressantes. Personnellement, je les ai trouvées complètement folles, surtout l'affaire Ikea. Donnez-moi votre avis sur tout ça, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le like. Et pour ceux qui passent par là, qui ne seraient pas encore abonnés, allez-y les gars, abonnez-vous, vous le regretterez pas. À part ça, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.